Le service des bibliothèques de Marseille vous propose, en partenariat avec l'association MCE Productions et la salle de spectacle L'Éolienne, d'écouter 2 contes venus de France, Les Trois Paroles et Le Prince Serpent, à partir de 7 ans, de et par la conteuse Laetitia Blood. Un enregistrement réalisé en mai 2020, en période de confinement. Bonne écoute! Bonjour. Laissons-nous traverser par l'histoire. Ouvrons nos oreilles. Antoine, il était fort comme 3 taureaux, c'est ce qu'on disait de lui. Et c'est vrai qu'il était fort, ça, personne ne peut dire le contraire. C'est bien simple, un jour un voyageur passait par là, non loin du champ où Antoine était en train de labourer la terre, et il lui a demandé où était le village. Alors Antoine, il a lancé le doigt comme ça, et au bout de son doigt, au bout de sa main, au bout de son bras, il y avait la charrue et les 2 bœufs qui pendaient. Ça, il était fort. Mais il était timide. Oh, heureusement qu'Antoinette n'a pas été aussi timide que lui, et c'est comme ça qu'ils ont pu se marier. Ils se sont beaucoup aimés. Ils ont eu 12 enfants. Mais ces 12 enfants, plus elle, plus lui qui mangeait comme 4, fallait les nourrir. Et un jour, Antoinette, elle a dit « Antoine, je tire le diable par la queue. J'y arrive pas, c'est trop dur. Regarde, toi, tu te fais jamais payer comme il faut. T'es tellement timide que t'oses pas dire combien on te doit. Tu te laisses trop faire, Antoine. Il va falloir partir. » Comment ça, partir? Pas longtemps, un an, et puis tu iras loin, là où on ne te connaît pas, là où tu ne te feras pas avoir. Elle avait réfléchi à tout, elle a même dit qu'il fallait pas qu'il s'inquiète, qu'elle saurait se débrouiller avec les 12 enfants, que le plus jeune il pourrait aller dans les bois, il avait 10 ans, après tout il pouvait bien se débrouiller pour aller chercher des champignons et d'autres choses qu'il pouvait ramener, des bois. Et puis les aînés aussi pourraient travailler dans telle ou telle ferme, ça irait toujours. Enfin le lendemain matin, il a dû prendre ses clics et ses claques, serrer sa famille contre son cœur. Son petit dernier, là, de 10 ans, il avait bien du mal à le laisser. Et il est parti. Il a marché, à travers le village comme ça. Et il regardait autour. Il était amer, Antoine. Il se disait que c'était à cause d'eux, là, qu'il profitait de lui. C'était à cause d'eux qu'il était obligé de partir. Il est allé bien au-delà de tout ce qu'il connaissait. Il est arrivé, au bout de 3 semaines, dans des endroits qu'il n'avait jamais fréquentés, mais il n'avait pas encore le courage. Il a marché. Et quand enfin, il a eu la force de savoir dire qui il était, il s'est arrêté là, devant cette très belle maison en pierre sèche. Il y avait un beau mur d'enceinte, un banc en pierre, et puis un homme là qui était habillé tout en noir avec un grand chapeau. Il avait tout l'air d'un patron. Alors Antoine s'est approché de lui, il a retiré son bonnet, il a salué. « Je viens chercher du travail. Et j'ai pas peur de l'ouvrage. »« Ah, fort comme tu es, c'est sûr, on aura besoin de toi ici. Moi je n'engage que pour 7 ans. Ah mais moi j'ai promis à ma femme que je reviendrai dans 1 an. Ah mais ce sera pas ici alors. Et qu'est-ce que j'aurai au bout de 7 ans? Ah, je te donnerai ce que je donne aux autres. Pas plus, pas moins. » Antoine, quand même, il était bien tenté.
Puis il avait beaucoup marché, il était fatigué, enfin, il s'est dit, après tout, si les autres acceptent, et que c'est acceptable. Alors ils se sont serrés la main et puis il a commencé à travailler. Et je peux vous dire que comme c'était l'homme le plus fort de tous les ouvriers qui étaient là, c'était à lui qu'on donnait le plus dur travail. Labourer le champ, désherber, dépierrer, récurer le puits, monter sur le toit pour le nettoyer, le réparer. Il en a charrié des kilos et des kilos de bois, de pierre, de terre dans ses bras. Et le moment qu'il préférait, c'était le soir auprès de la vieille Augustine, la cuisinière, tout en épluchant des patates comme ça pour l'arranger. Et ils discutaient tous les deux de tout et de rien. Ça lui faisait passer le temps. Au bout de 7 ans, enfin, il est allé voir son patron. Et ben voilà, je vais m'en aller, je vais retrouver ma famille. 7 ans sont déjà passés, Antoine. Oh là là! Ah mais nous, ici, on a été vraiment contents de toi. Écoute, tu, tu peux rester, tu peux revenir, tu peux... Ah, tu nous laisseras toujours un bon souvenir. Eh bien, bonne chance, bonne route à toi. Mais patron, c'est le moment de faire les comptes, non? Comment ça, faire les comptes? Il y a 7 ans, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai pas dit que je te donnerais ce que je donne aux autres, pas plus, pas moins? Si, patron, ça vous l'avez dit. Eh bien voilà, je t'ai donné un bon lit, je t'ai donné le meilleur vin, celui de ma vigne. Je t'ai donné à manger, on a lavé ton linge, enfin, je t'ai donné ta vie, quoi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu voudrais de plus? C'est pas ça l'essentiel? Oh mon Dieu, oh là là, il s'attendait pas à ça. Et là, il se disait, mais je me suis encore fait avoir. Enfin, pourquoi j'ai pas demandé? Il s'en voulait, il s'en voulait. Mais il était en colère contre cet homme. Il avait l'impression quand même qu'on avait profité de lui. Il a pris son sac et il est parti comme en courant d'air. Mais la vieille Augustine l'a vu passer, elle a essayé de le retenir. Et finalement, il est revenu sur ses pas, il pouvait pas partir sans lui dire au revoir. Et puis, il lui a tout raconté, elle a dit « Oh, si j'avais su, je t'aurais prévenu, mais je pouvais pas imaginer une chose pareille. J'ai jamais posé la question aux ouvriers, puis moi, tu sais, je suis née ici, j'ai travaillé pour son père, mon père a travaillé pour son grand-père, nos deux familles sont liées, qu'est-ce que tu veux? J'ai quand même quelque chose que je pourrais t'offrir pour que tu partes pas sans rien. Et 3 paroles. 3 paroles sages. Il faudrait que tu les retiennes, Antoine. Première parole, va toujours tout droit sur ton droit chemin. Deuxième parole, quoi que tu vois, ne demande le pourquoi de rien. Troisième parole, dans ta colère, remets à demain. Antoine a remercié, puis il est parti. Mais il n'est pas parti du côté de son village parce qu'il avait rien à ramener, il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il avait juste perdu son temps pour travailler pour les autres. Alors il est parti comme ça, droit devant lui, tout droit sur ce droit chemin. Il a marché sans s'arrêter, et c'est seulement le soir qu'il s'est rendu compte qu'il avait faim. Il y avait un verger qui était là, des pommes bien rouges, il a failli sauter le fossé là pour aller en cueillir quelques-unes, quand tout à coup là, la première parole de la vieille Augustine est venue. Va toujours tout droit sur ton droit chemin. Ah oui, là c'est sûr que s'il passait le fossé, il s'écartait de son chemin. Alors il a dormi là, dans le fossé. Et dans la nuit, il s'est réveillé. Il a été réveillé plutôt par des coups, des vociférations, et il s'est rendu compte qu'on était en train de harceler, de malmener un homme, 2 gardes. Alors il s'est levé, il s'est interposé. Enfin, vous êtes 2, il est tout seul quand même. Et toi, mêle-toi de ce qui te regarde. C'était un des gardes qui lui a répondu. Cet homme-là, là, il a volé les pommes du Seigneur. Alors, il aura le châtiment qu'il mérite. Et toi, mêle-toi de tes affaires. Et ça, Antoine, il s'est dit que s'il avait eu
S'il avait été à la place de cet homme-là, il aurait pris un garde, il aurait pris l'autre et BAM! Il les aurait fracassés, il les aurait tués. Et lui, il serait mort à cette heure-là. Il s'est remis en route en plein milieu de la nuit, du coup. Puis il a marché comme ça jusqu'à midi. Et là, vraiment, il avait faim, l'estomac dans les talons. Il avait tellement marché, puis pas mangé depuis la veille. Et là, il s'est trouvé devant une allée de platanes. Et au bout, il y avait un château. Ah, il a pensé aux cuisines du château. Il s'est avancé. Puis une femme est passée devant lui, cachée sous une cape, sous un grand capuchon noir. Il a salué. Elle s'est tournée vers lui. Et il a eu un mouvement d'effroi parce que les yeux de cette femme étaient enfoncés tout au fond de ses orbites. Elle avait les pommettes saillantes, les joues creuses, le teint pâle comme un cadavre. Il a salué. Il lui a dit: que veux-tu, voyageur? Juste un peu à manger, je suis fatigué. Mais je peux travailler aussi, si on m'engage. Cette nuit, tu dormiras dans un bon lit, et ce soir tu mangeras à ma table. Il était tout content. Elle lui a indiqué les cuisines en attendant le soir. Et puis le soir venu, il s'est retrouvé attablé parmi d'autres convives à une belle table. Tout ce qu'il pouvait goûter, il s'en délectait. Le vin, les viandes, les sauces. Par contre, la femme qu'il avait invitée, qui était là, qui lui avait fait signe de s'asseoir à côté de lui, elle ne mangeait rien, elle regardait tout le monde, puis elle avait l'air triste, elle avait l'air loin de là. Puis tout d'un coup, un serviteur lui a amené un crâne de bouc. Et dans ce crâne, il y avait une soupe maigrelette avec quelques croûtons qui flottaient à la surface. Elle a pris ça et puis, sans rien dire. Mais alors Antoine, lui, ça tourbillonnait dans sa tête et tout d'un coup, il a dit: mais pourquoi? C'est là qu'il a repensé à la deuxième parole de la vieille Augustine qui lui avait dit: quoi que tu vois, ne demande le pourquoi de rien. Et pourquoi avait déjà franchi ses lèvres, toutes les conversations s'étaient arrêtées. La femme le regardait avec insistance. Pourquoi quoi? Oh, 3 fois rien, enfin c'est bête, mais pourquoi les grenouilles n'ont pas de queue? Je me suis toujours demandé ça. Tout le monde s'est esclaffé autour, les conversations ont repris, et la femme, elle, a eu un petit sourire, elle lui a dit: tu sais, si les grenouilles ont été créées sans queue, c'est qu'elles n'en ont pas besoin. Oui, certainement. Et il s'est remis à manger. Le soir, il a dormi dans un très bon lit. Au lendemain matin, là, il était frais, prêt à partir. D'ailleurs, il était là, penché sur l'eau de la fontaine, en train de se rafraîchir le visage, quand tout à coup, il a vu une très belle femme, tout habillée en blanc, avec une ombrelle, qui l'a salué, en l'appelant par son prénom. Très surpris, lui, il a ouvert de grands yeux et lui a dit: tu ne sembles pas me reconnaître, Antoine. C'est pourtant moi qui t'ai invité à ma table. Ah non, elle n'avait plus rien à voir. Son teint était tout rose, comme une fleur, et puis ses petits yeux bleus pétillants. Elle lui a dit: oui, je dois te remercier pour ce petit miracle. Oui, c'est vrai que je ne ressemble plus à celle que j'étais. C'est grâce à toi. Tu m'as délivré d'une malédiction que le diable en personne m'avait jetée. Il fallait, soir après soir, depuis je ne sais plus combien d'années, soir après soir, que j'invite à ma table un étranger et qu'il ne demande pas pourquoi je mangeais dans ce crâne de bouc, cette soupe maigrelette. Et toi, tu as eu cette délicatesse que les autres n'ont pas eue. Tu n'as pas demandé.
Alors, je voudrais te remercier et voici un cadeau. Elle lui a donné une bourse. Il était très touché, il a pris la bourse, mais il s'est bien rendu compte qu'elle était très très légère. Et en la palpant comme ça, il s'est rendu compte qu'elle était vide. Et là, il s'est dit, non mais c'est pas possible, c'est écrit là que sur mon front qu'on peut m'avoir, qu'on peut faire ce qu'on veut de moi. Non mais quand même. Bon, ça a dû se sentir un petit peu son agacement parce que elle lui a tout de suite dit, Antoine, la bourse n'est pas vide. Quand tu seras chez toi, tu l'ouvriras sur la table et tu diras, Boursette, Boursette, donne-moi quelques piécettes. Tu verras. Il en sortira. Mais surtout, ne les compte pas. Il a remercié. Et hey! Il est parti. Il avait quelque chose à ramener. Ça voulait dire il pouvait rentrer chez lui. Oh, il a volé sur le chemin. Le pied léger, les cheveux au vent. Tout content. Il a traversé les villes et les villages en bombant le torse. Il était fier. Il allait retrouver Antoinette et ses 12 enfants. Enfin son village. Et sa maison. Il a poussé la grille. Tiens, il allait remettre de l'huile. Il a franchi la grille et puis il est allé au fond du jardin parce qu'il avait besoin d'un petit temps pour lui, d'un moment avant de retrouver la famille. Il a vu que le potager avait été bien entretenu, la maison, il y avait quelques réparations à faire, oui, il s'en occuperait dès demain. C'est là qu'il a vu un homme qui entrait dans le jardin, une hache sur l'épaule. Il a posé sa hache près de la porte et puis il est entré. Et là, Antoine s'est dit, cet homme-là, il est entré sans frapper. Comme s'il était chez lui. La colère est montée. Il s'est dit qu'Antoinette l'avait oublié. Antoinette l'avait vite enterré. Elle l'avait remplacé par cet homme-là. La colère était telle, et puis lui, il était fort comme 3 taureaux. Il a arraché un jeune arbre, comme ça, pour s'en faire une massue. Il a fait 3 pas, mais c'est tout d'un coup, c'est comme si la vieille Augustine lui mettait la main sur le cœur pour l'arrêter et lui dire la 3e parole. Dans ta colère, remets à demain. Il s'est rassis. Il s'est dit qu'il fallait laisser passer du temps. Et il a fallu que la lune soit haut dans le ciel pour que lui, il lâche enfin cette massue. Sa colère est redescendue dans ses pieds et puis, enfin calme, il s'est levé. Il est allé rejoindre la maison. Il est entré sans frapper. Après tout, il était chez lui. Il a à peine regardé cet homme-là qui était près de la cheminée, en train de tailler un bâton avec son couteau. Il attendait Antoinette. Puis Antoinette, elle s'est tournée, elle l'a vu. Antoine, t'es pas mort. Et elle s'est jetée à son cou. Elle l'embrassait. Lui, il était tout surpris, il s'attendait pas à ça. Et Antoine a regardé alors cet homme-là qui était là, près de la cheminée. Et en le regardant un peu mieux, alors qu'il était en train de se lever, il a trouvé que c'était vraiment un jeune homme. Un bel homme. Et puis celui-là, il a dit « Papa, t'es revenu ?» Et il s'est jeté dans les bras d'Antoine. Antoine, il se retrouvait là, un peu embarrassé, puis tout d'un coup, il s'est souvenu que son plus jeune fils avait 10 ans lorsqu'il l'avait quitté. Là, maintenant, il en avait 17, il le reconnaissait, oui.
Oh, il se disait, mais oui, il a dû travailler pendant que j'étais pas là. Avec la hache, il s'est fait du muscle et c'est devenu un beau jeune homme. Et moi, je l'ai pris pour quelqu'un d'autre. Oh là là. Il a demandé où étaient les autres. Alors, Antoinette, elle a envoyé le plus jeune là chercher les frères et sœurs. Certains s'étaient mariés, certains avaient eu même des enfants. Donc, Antoine a été surpris de voir toute cette famille arriver autour de lui, l'embrasser. Et puis, et quand tout s'est calmé, ils se sont tous retrouvés autour de la table et on lui a demandé de raconter. Et comme l'histoire se terminait bien, ça le gênait pas de raconter toutes ces mésaventures. Et puis, à la fin de l'histoire, tout le monde s'est penché sur la petite bourse là qu'il avait ouverte. Il a dit: Boursette, Boursette, donne-moi quelques piécettes. Il en sortait des pièces qui roulaient partout sur la table, sous la table, les enfants, les petits-enfants qui partaient courir et qui ramenaient ça sur la table et lui qui criait: ne les comptez pas, mes enfants, ne les comptez pas, surtout. Et à la fin, quand la bourse s'est arrêtée, il y avait un véritable tas de pièces d'or sur la table. Alors il a réparti les pièces entre chacun. Et puis, vraiment, il était heureux, il se sentait bien, il se disait que la vie allait être tranquille maintenant. Franchement, il remerciait la vieille Augustine de lui avoir transmis ces paroles-là. Il se disait que s'il avait su écrire, il aurait pris la pointe de son couteau et il aurait gravé ces paroles-là dans cette poutre qui tenait la charpente de sa maison. Il ne savait pas écrire? Qu'à cela ne tienne. Il a transmis ces paroles à ses enfants, qui les ont transmis à leurs enfants, qui les ont transmis, qui les ont transmis, qui les ont transmis. Et c'est ainsi que ces paroles sont arrivées jusqu'à moi et maintenant jusqu'à toi. Le conte a été dit. Je te remercie de m'avoir prêté tes oreilles. Et maintenant, je te les rends. Dans un certain royaume vivait un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. Et pourtant, ils avaient tout fait. Les prières, les médecines, les rebouteux, les sorcières. C'est pourquoi, lorsqu'un jour, enfin, la reine a senti en elle une vie qui prenait, elle a préféré garder cette nouvelle pour elle. Même le roi n'a pas été mis au courant. Elle a juste prévenu sa vieille nourrice. Le moment venu, lorsque le travail a commencé, la vieille nourrice avait tout prévu dans la plus haute tour d'une tour reculée, une petite pièce où elle a fait brûler du feu dans la cheminée, et la reine a donné naissance à son enfant ici. Mais ce qui est sorti d'entre ses cuisses les a surprises, toutes les deux. Ce n'était pas un enfant comme les autres. C'était un petit serpent noir. Elles se sont recroquevillées toutes les deux, dans un coin blotti l'une contre l'autre. En le regardant, ce petit serpent noir se tortillait sur le pavé. Et puis, tout d'un coup, comme sortant d'un cauchemar, la reine s'est rendue compte que ce petit-là, c'était son enfant, quel qu'il soit. Elle l'a pris dans ses mains, elle l'a porté à son sein, et le petit serpent a bu. Jour après jour, il a bu le lait de la reine, et il a grandi. La reine venait tous les jours lui rendre visite et repartait, en fermant la porte à clé, sur son secret. Elle lui a appris à parler, à réfléchir. Puis un jour,
Le prince serpent s'est dressé devant elle quand elle est entrée. Il lui a dit, comme ça, la tête penchée sur le côté, les yeux perçants, « Je veux me marier. Donne-moi une femme. » Elle a calculé très vite, mais oui, les années étaient passées et le prince serpent était bel et bien en âge de se marier. Pourtant, non, mon fils, personne ne doit savoir ton existence. Le mariage n'est pas pour toi. Donne-moi une femme. Non, je t'ai dit que ça n'était pas pour toi. Alors je vais te manger. Vite, elle a refermé la porte à clé. Le soir, la peur au ventre, elle est sortie dans le village, une lanterne à la main, cachée sous une capuche et une cape. Elle a traversé le village sans oser frapper aux portes. Elle a préféré pousser plus loin, vers la forêt. Là, elle savait qu'il y avait une cabane près de la rivière, où vivait une lavandière. Elle avait 3 filles dans son souvenir. Elle est allée là-bas, elle a posé une bourse sur la table, elle a dit qu'elle venait chercher une femme pour son fils. « Mais de quel prince s'agit-il » a dit la lavandière. « De quel prince parlez-vous ? Nous n'avons pas été mis au courant de la naissance d'un enfant au palais. Nous n'avons fêté aucun anniversaire de ce prince. Quel est donc ce prince ? Non, je ne veux pas qu'une de mes filles épouse un tel prince. » Mais l'aîné a écarté sa mère doucement et lui a dit « Mère, il me semble que j'ai le droit de choisir mon destin et je veux sortir à tout prix de cette cabane. Alors, je suis prête à épouser n'importe quel prince. Gardez l'or. » Et la reine a entraîné la jeune fille derrière elle dans la forêt, peu avant de sortir de la forêt. La jeune fille a vu sur le bord du chemin une vieille femme assise sur une pierre qui aussitôt lui a dit, d'un signe comme ça, elle l'a interpellée. « Où vas-tu ? Ainsi en pleine nuit. Tu cours vite, tu cours bien. »« Cela ne te regarde pas, la vieille. »« Oh, si ça ne me regarde pas, je ne m'en mêle pas. » Là-haut dans la tour, la vieille nourrice a baigné la jeune fille, elle a lavé ses cheveux, elle les a démêlés, elle les a coiffés, elle l'a parfumée, elle l'a habillée. Et puis la jeune fille est allée rejoindre le prince. Le lendemain matin, la reine était là, derrière la porte, tremblante. Elle a ouvert, et sur le sol, elle a vu cette robe déchirée. Le prince s'est dressé devant elle, la tête inclinée, lui a dit « Donne-moi une femme, je veux me marier. »« Comment ? Pour que tu fasses comme avec cette jeune fille que je t'ai amenée hier ? Non, hors de question. Alors je vais te manger. » Elle a refermé la porte à clé. Et le soir, bien malgré elle, elle est retournée dans la forêt pour aller chercher la 2e fille de la lavandière. Et la mère a eu beau faire, la fille est partie. Elle n'a pas écouté la vieille sur le chemin. Elle aussi, elle a été parée comme une princesse avant de faire la connaissance du prince. Le lendemain matin, la reine a trouvé aussi cette robe déchirée sur le pavé et le prince dressé devant elle. « Donne-moi une femme, je veux me marier. »« Hors de question. »« Alors, je te mangerai. » Et la reine a refermé la porte. Elle est allée chercher la 3e fille. Et la fille a dit à sa mère, « Laisse faire. Je veux savoir ce que sont devenues mes sœurs, et tu me connais. Je reviendrai, mère. Garde l'or. Tu en as besoin. » Elle a suivi la reine, et peu avant de sortir de la forêt, elle a vu la vieille sur le bord du chemin, elle l'a saluée. Et la vieille alors lui a dit, « Où vas-tu ainsi dans la forêt ? Tu marches vite, tu marches bien. Je vais au château épouser le prince, mais je ne sais pas ce que je vais trouver, car mes 2 sœurs sont passées par là avant moi et ne sont pas revenues.
Assieds-toi un instant, et je te dirai. Je t'éclairerai. » Elle s'est assise, elle a écouté la vieille un moment. Elle a écouté ses conseils, et puis elle l'a remerciée. Elle est partie en courant dans la forêt. Par un raccourci, elle a rattrapé la reine qui est entrée là par une petite porte dérobée derrière le château. Là-haut, la vieille nourrice l'a accueillie, elle l'a baignée, elle l'a coiffée, maquillée. Elle lui a donné des bijoux. Mais la jeune fille, se souvenant des conseils de la vieille femme de la forêt, a demandé à s'habiller seule. Et lorsqu'elle est entrée dans la chambre du prince, elle avait peur, mais elle n'a pas été surprise de ce qu'elle y a trouvé, car la vieille femme de la forêt l'avait prévenue. Le serpent s'est dressé devant elle, droit, grand, large. Et la jeune fille a vu briller ses écailles au reflet d'argent, comme du métal dans les lueurs du feu. « Déshabille-toi, » a dit le prince. « Déshabille-toi d'abord, mon prince, » a dit la jeune fille en se penchant délicatement. Elle se souvenait des paroles de la vieille femme de la forêt, elle les avait dit du bout des lèvres. Le serpent alors s'est enroulé sur lui-même, enragé qu'il était. Il s'est tourné, retourné, il a fait claquer sa queue sur le pavé. Et cette peau de métal, ces écailles noires au reflet d'argent, cette armure s'est fendue du haut vers le bas. Cette armure est tombée de chaque côté du prince, et là, elle a vu, sous cette armure, une peau d'écorce. « Déshabille-toi. » Tout de suite, mon prince. Elle a déboutonné sa robe violette, mais dessous, le prince serpent a vu une robe bleue. « Déshabille-toi. » « Déshabille-toi d'abord, mon prince. » Il s'est enroulé sur lui-même et il a fait claquer sa queue sur le pavé, et cette peau d'écorce a volé en éclats. Dessous, il avait une peau de terre qui sentait l'humus, qui sentait la forêt. « Déshabille-toi. » Elle a déboutonné cette robe bleue, elle l'a retirée, et le prince a vu qu'elle portait une robe blanche. « Déshabille-toi. » « Déshabille-toi d'abord, mon prince. » Il s'est enroulé à nouveau, et il a fait claquer sa queue sur le pavé. Cette peau de terre d'humus est tombée en poussière autour de lui, et la jeune fille alors a vu ce que la vieille femme de la forêt lui avait prédit. Un jeune homme, recroquevillé sur lui-même, tremblant d'effroi, grelottant de froid. Cette fois, n'écoutant que son cœur, la jeune fille s'est agenouillée près de lui. Elle l'a rassuré. Elle l'a aidé à se coucher dans le lit, et puis aussitôt, elle s'est activée, elle a mis du bois dans le feu, elle a soufflé dessus. Et puis elle s'est couchée près du prince, elle a retiré sa robe blanche pour lui donner sa chaleur sous les couvertures. Elle l'a pris dans ses bras, et elle lui a dit les paroles qui guérissent. Elle a chanté pour lui dans le creux de son oreille toute la nuit. Au petit matin, derrière la porte de la chambre, se tenait la reine, tremblante. Elle a posé ses doigts sur la clé, elle a tourné délicatement la clé dans la serrure, elle a entrebâillé la porte. Et, surprise, elle a vu la jeune fille qui dormait là, tranquillement. À côté d'elle, un jeune homme. Ils étaient enlacés dans les bras l'un de l'autre et dormaient paisiblement, presque un sourire sur leurs lèvres. Tout d'un coup, la reine a senti toutes ses peurs s'évanouir. Elle les a regardés encore et puis elle a souri.
Elle a compris, peut-être. En tout cas, pour la première fois de sa vie, la reine découvrait son fils. Elle a refermé doucement la porte sur leur jardin secret, et puis elle est partie d'un pas léger, sans fermer la porte à clé. Ainsi finit le conte. Il est allé se jeter dans la mer, et celui qui le respirera ira au paradis.